Le matin du 30 novembre 1939, un garde-frontière finlandais du nom de Vilo Rautiainen montait la garde près du village de Menila, sur l'isthme de Carélie, observant le brouillard se déplacer sur les marais gelés lorsque le ciel derrière lui devint orange. Les canons soviétiques avaient ouvert le feu à 7 heures du matin, sans déclaration de guerre, sans ultimatum, sans aucune des formalités diplomatiques que les nations avaient convenu, au fil des siècles, d'observer avant de commencer à s'entretuer. Plus de 400 000 soldats de l'armée rouge franchissaient déjà la frontière en 8 endroits simultanément. Staline avait dit à ses généraux que cela prendrait 2 semaines. Il avait dit à son cercle intime que ce serait 3 semaines au maximum. L'armée finlandaise représentait un tiers des forces soviétiques, ne possédait pratiquement pas de chars, pratiquement pas d'avions et pratiquement aucune munition en réserve. Le monde regardait les cartes et était d'accord avec Staline. La Finlande allait disparaître. Ce qui se passa à la place fut l'une des histoires les plus étranges, les plus décisives et les plus moralement complexes que la Seconde Guerre mondiale ait produite. Et pour la comprendre, il faut commencer non pas par la Finlande elle-même, mais par un ensemble d'alliances brisées et de choix impossibles qui allaient, en l'espace de 2 ans, contraindre la Grande-Bretagne et l'Allemagne à combattre du même côté, aucune des deux ne le souhaitant, aucune des deux ne l'admettant officiellement, et toutes deux le faisant quand même. L'homme qui se trouve au cœur de cette histoire a 72 ans en novembre 1939. Il a combattu dans 3 guerres sous 2 drapeaux différents. Il est né citoyen de l'Empire russe. Il est baron, ancien général tsariste, officier de cavalerie finlandais et fils d'une famille aristocratique de langue suédoise établie en Finlande depuis 2 siècles. Il s'appelle Carl Gustaf Emil Mannerheim. Et il est, au moment où les canons soviétiques ouvrent le feu, l'homme le plus complexe d'un pays complexe. Mannerheim avait servi le tsar lors de la guerre russo-japonaise de 1904, avait chevauché avec la cavalerie à travers la Mandchourie, avait atteint le grade de lieutenant général dans l'armée impériale russe avant que la révolution ne mette fin à tout. Lorsque la Finlande déclara son indépendance de l'Empire russe en train de s'effondrer en 1917, il retourna dans un pays où il n'avait pas vécu depuis 30 ans et dirigea les forces blanches dans une guerre civile brutale contre les communistes finlandais soutenus par les bolcheviks. Il gagna. Il devint un héros national dans un pays qui n'avait pas encore décidé quel genre de pays il était. Et puis, parce que la Finlande était une démocratie, il perdit une élection et retourna à la vie privée, passant des années à Paris, Stockholm et dans les grandes demeures de campagne d'Europe centrale, un soldat sans guerre. Il revint en 1931. Il avait 64 ans. Il prit la présidence du Conseil de défense nationale et pendant les 8 années suivantes, tandis que l'Europe se précipitait vers la catastrophe, il fit une seule chose, il construisit une ligne. À travers l'isthme de Carélie, dans l'étroit couloir de terre entre Leningrad et le sud de la Finlande, il érigea un réseau défensif de bunkers en béton, d'obstacles anti-chars, de tranchées et de barbelés. Ce n'était pas impressionnant selon les normes de l'Europe occidentale. C'était sous-financé, mal équipé par rapport à la ligne Maginot ou à la ligne Siegfried, et Mannerheim lui-même déclara plus tard que son atout le plus précieux n'était pas le béton, mais les soldats qui se trouvaient derrière elle. Il avait raison. Il l'appela la ligne Mannerheim. Les soviétiques l'appelèrent un obstacle. Staline supposait que son armée la briserait en 1 semaine. Le matin du 30 novembre, lorsque les canons ouvrirent le feu, Mannerheim se trouvait à son quartier général de Mikkeli, une petite ville du centre de la Finlande, à 500 km de la frontière la plus proche. Il était calme de la façon dont les hommes qui ont déjà traversé la catastrophe sont calmes. Il avait vu l'armée russe de l'intérieur. Il savait ce dont elle était capable. Il savait aussi ce dont elle n'était pas capable. Il savait qu'elle avait été vidée de sa substance par les purges de Staline de 1937 et 1938, que le corps des officiers expérimentés avait été fusillé ou emprisonné, que les hommes qui franchissaient la frontière étaient commandés par des survivants de la terreur plutôt que par des survivants des combats.
Il dit à son état-major de tenir la ligne. Il leur dit que le monde regardait. Il ne leur dit pas ce qu'il croyait en privé, que la Finlande ne pouvait pas gagner, que le mieux que la Finlande pouvait faire était de rendre la victoire trop coûteuse pour que Moscou prenne la peine d'essayer. La guerre d'hiver dura 3 mois et demi. Les statistiques sont encore stupéfiantes. La Finlande, avec 300 000 soldats et 70 000 réservistes, faisait face à un ennemi qui engagea finalement plus de 750 000 soldats dans la campagne. L'armée de l'air rouge effectua des milliers de sorties au-dessus des villes finlandaises. Turku fut bombardée. Helsinki fut bombardée. Les dégâts ne furent pas décisifs. Les batteries anti-aériennes finlandaises étaient efficaces et le peuple finlandais prouva, de la façon spécifique dont un peuple envahi par un voisin qu'il a toujours redouté le prouve, qu'il n'allait pas céder du terrain facilement. Sur l'isthme de Carélie, l'assaut soviétique contre la ligne Mannerheim s'enlisa. Non pas parce que le béton était solide, mais parce que le terrain était impossible et le soldat finlandais extraordinaire. Des troupes à ski vêtues de blanc frappaient les colonnes soviétiques dans la forêt et disparaissaient dans les arbres avant que les Russes puissent organiser une riposte. À la bataille de Suomussalmi, une force finlandaise de 11 000 hommes détruisit une division soviétique entière de 17 000 hommes, puis se retourna contre une deuxième division et en détruisit la majeure partie, tuant quelques 9 000 soldats soviétiques tout en perdant moins de 300 des leurs. La route était ensuite bordée de corps soviétiques gelés, étendus dans la neige, tenant encore leurs fusils. Des chevaux gelés, debout. Les Finlandais appelaient les colonnes détruites de véhicules et de morts moti, le mot finlandais désignant une corde de bois empilée dans la forêt. Mais Mannerheim savait que l'hiver ne durerait pas éternellement. Il savait que Staline finirait par nommer un général compétent et amènerait suffisamment de canons et d'obus pour briser tout ce que les Finlandais pourraient reconstruire. Et Staline le fit. En février 1940, le maréchal Semyon Timochenko remplaça les commandants défaillants du premier assaut et lança une deuxième offensive avec une préparation d'artillerie écrasante. 14 divisions frappèrent un seul secteur de 16 km de la ligne Mannerheim près du village de Suma. Le béton céda. Les Finlandais reculèrent. Le 13 mars, la Finlande accepta les termes du traité de paix de Moscou et la guerre d'hiver prit fin. La Finlande céda 12% de son territoire, dont la ville de Viipuri, sa deuxième ville en importance. 100 000 personnes devinrent des réfugiés en une semaine. Le coût pour l'Union soviétique fut, selon les estimations les plus conservatrices, de plus de 125 000 morts et 300 000 victimes au total, dans une guerre qu'elle avait prévu de gagner en 2 semaines. À Londres, Winston Churchill observait et prenait note. Il n'était pas encore Premier ministre. Il le serait dans 2 mois. Et ce qu'il voyait dans la guerre d'hiver, ce n'était pas seulement la souffrance d'une petite démocratie. Il voyait autre chose. L'Union soviétique venait de prouver à l'Allemagne et au monde que son armée était brisée, que les purges l'avaient vidée de sa substance, que ses officiers ne pouvaient pas se coordonner, que ses hommes mouraient dans des assauts frontaux, inutiles, contre de l'infanterie retranchée. Churchill nota cela. Hitler le nota aussi. C'était l'une des raisons pour lesquelles Hitler déciderait finalement que l'Union soviétique était une maison que l'on pouvait abattre d'un coup de pied, qu'elle s'effondrerait en quelques semaines. Cette décision tuerait 20 millions de personnes. Mais c'est une autre histoire. Au printemps 1940, la préoccupation la plus immédiate de Churchill était que la Finlande avait cédé 12% de son territoire et 100 000 réfugiés, et que la Grande-Bretagne n'avait rien fait pour l'en empêcher. La Grande-Bretagne avait, en fait, voulu aider la Finlande pendant la guerre d'hiver. Des plans avaient été élaborés, des fournitures promises, une force expéditionnaire alliée proposée. Mais la proposition n'était pas humanitaire. L'expédition proposée visait principalement à couper les approvisionnements en minerais de fer suédois vers l'Allemagne en traversant la Scandinavie sous couvert d'aide à la Finlande. Les Suédois et les Norvégiens refusèrent de laisser les troupes alliées traverser leur territoire.
la Finlande capitula avant que le débat ne soit résolu. Et ainsi, la relation de la Grande-Bretagne avec la Finlande en mars 1940 était faite de sympathie sincère, teintée de mauvaise conscience, et non de la simplicité claire d'une alliance. La Grande-Bretagne avait regardé la Finlande se battre et avait envoyé des lettres. C'est dans ce monde, un monde de promesses brisées et de sursis, que l'été 1940 arriva. La France tomba en 6 semaines. La Grande-Bretagne se retrouva seule. La Luftwaffe passa l'été à tenter d'abattre la Royal Air Force du ciel et échoua, ce qui signifiait que Hitler ne pouvait pas envahir la Grande-Bretagne directement. À l'hiver 1940, il pensait déjà à l'Est, l'Union soviétique, le vieil ennemi, l'ennemi racial, le vaste espace à l'Est qui était censé fournir de l'espace vital au peuple allemand. Il avait toujours eu l'intention d'y aller. Le pacte de non-agression avec Staline en 1939 n'avait été qu'un arrangement temporaire, un moyen de maintenir son flanc oriental tranquille pendant qu'il s'occupait de la France. Maintenant, la France était réglée. La Grande-Bretagne combattait encore, mais ne pouvait pas le menacer sur le continent. L'Est attendait. En Finlande, pendant ce temps, Mannerheim avait réfléchi très attentivement à ce que mars 1940 lui avait coûté et à ce que cela pourrait lui coûter la prochaine fois. La Finlande avait conservé son indépendance, mais elle avait cédé la Carélie, et la Carélie était là où plus de 400 000 Finlandais avaient vécu. Les Caréliens étaient désormais des réfugiés dans leur propre pays. L'opinion publique finlandaise n'était pas ambiguë. Si une chance se présentait de reprendre ce qui avait été perdu, la Finlande la saisirait. Mannerheim était plus prudent que cela. Il avait 73 ans. Il observait la politique européenne depuis 60 ans. Il savait que tout mouvement finlandais, pour récupérer la Carélie, nécessiterait un partenaire, et que le seul partenaire disponible, ayant un ennemi commun, était l'Allemagne. Il savait ce que cela signifiait. Il savait ce que l'Allemagne faisait en Pologne. Il savait ce qu'était l'Allemagne. Mais il était un homme de guerre, et les hommes de guerre font des calculs que les civils trouvent parfois froids. Son calcul était le suivant. La Finlande ne pouvait combattre l'Union soviétique que si l'Allemagne combattait aussi l'Union soviétique. Et si l'Allemagne allait combattre l'Union soviétique, elle le ferait, avec ou sans la Finlande. La question n'était pas de savoir si la Finlande devait rejoindre une guerre juste, la question était de savoir si la Finlande devait rejoindre une guerre qu'elle ne pourrait pas autrement survivre. Les négociations entre la Finlande et l'Allemagne au printemps et au début de l'été 1941 furent prudentes et précises du côté finlandais. Mannerheim se vit offrir le commandement de toutes les forces allemandes sur le sol finlandais et refusa. Accepter aurait intégré la Finlande formellement dans la structure de commandement militaire allemande. Mannerheim insista et obtint une entente spécifique. La Finlande était co-belligérante, non alliée. La guerre de la Finlande était une continuation de la guerre d'hiver, une opération défensive visant à récupérer ce qui avait été pris de force en mars 1940. Ce n'était pas la guerre de l'Allemagne. La Finlande ne signait pas de traité avec l'Allemagne, n'incorporait pas ses forces à la Wehrmacht, n'endossait pas l'idéologie nationale-socialiste ni les buts de guerre allemands à l'ouest. La Finlande faisait une seule chose, reprendre la Carélie. Mannerheim le mit par écrit. Il le dit à son gouvernement et il le dit à Berlin. Il dit aux officiers de liaison allemands qui vinrent à Helsinki que la Finlande combattrait jusqu'à son ancienne frontière, puis s'arrêterait. Il ne demanda pas la permission de dire cela. Il l'énonça comme une condition. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa commença. 3,5 millions de soldats allemands, roumains, finlandais, hongrois, italiens et slovaques franchirent simultanément la frontière soviétique. La plus grande opération militaire de l'histoire de la guerre s'ouvrit sur un front de plus de 1800 km. Des avions allemands utilisèrent des bases aériennes finlandaises pour frapper des positions soviétiques. 3 jours plus tard, l'Union soviétique bombarda Helsinki, Turku et Lahti, les principales villes finlandaises, et la Finlande déclara la guerre. La guerre de continuation avait commencé.
À Londres, Winston Churchill faisait face au calcul le plus étrange de sa vie politique. Il avait passé 20 ans à être la voix anticommuniste la plus retentissante de la vie publique britannique. Il avait qualifié le bolchevisme de maladie, avait soutenu l'intervention alliée contre les bolcheviks en 1919, avait écrit des essais et prononcé des discours sur les dangers de l'expansion communiste avec une constance que ses adversaires politiques avaient toujours utilisée contre lui. Et maintenant, l'Union soviétique était envahie par l'Allemagne et Churchill devait décider ce que la Grande-Bretagne ferait. Il prit sa décision le soir même. Il s'adressa à la nation par radio. Il dit que toute personne ou tout État qui combattrait le nazisme bénéficierait du soutien britannique. Il dit que le régime nazi ne pouvait être comparé à rien de ce qui avait existé auparavant. Il dit que la Russie était désormais l'allié de la Grande-Bretagne. Il ne renia rien de ce qu'il avait jamais cru au sujet du communisme. Il dit simplement que le danger le plus grand en ce moment était l'Allemagne. Et la Grande-Bretagne combattrait le danger le plus grand. C'était la bonne décision. C'était aussi la décision qui créait le problème, car maintenant la Grande-Bretagne était alliée à l'Union soviétique et l'Union soviétique était en guerre avec la Finlande, et la Finlande combattait aux côtés de l'Allemagne qui était en guerre avec la Grande-Bretagne. La géométrie de la chose était vertigineuse, mais Churchill ne la trouvait pas vertigineuse, il la trouvait simple. La Finlande était une démocratie qu'il admirait, menant une guerre qu'il comprenait, aux côtés d'un ennemi qu'il devait vaincre. La sympathie personnelle qu'il éprouvait pour Mannerheim était sincère et documentée. Mais Staline voulait que la Grande-Bretagne déclare la guerre à la Finlande, à la Roumanie et à la Hongrie. Tous les co-belligérants combattant aux côtés de l'Allemagne sur le front oriental. Et Staline était désormais l'allié dont la Grande-Bretagne avait besoin pour survivre. La pression de Moscou fut implacable tout au long de l'automne 1941. L'ambassadeur soviétique se rendit à plusieurs reprises au Foreign Office britannique. Staline écrivit personnellement à Churchill. Le message était toujours le même. L'alliance exigeait la solidarité. La Grande-Bretagne devait démontrer cette solidarité en déclarant formellement la guerre aux co-belligérants de l'Allemagne. Churchill résista. Il écrivit à Mannerheim en novembre 1941 une lettre personnelle, marquée secrète, envoyée par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain à Helsinki. La lettre était l'un des documents diplomatiques les plus remarquables de la guerre. Churchill dit au maréchal qu'il était peiné d'avoir à dire que la Grande-Bretagne serait contrainte de déclarer la guerre à la Finlande dans quelques jours par loyauté envers l'Alliance soviétique. Il dit qu'il espérait que la Finlande pourrait simplement cesser de combattre, que l'hiver donnait une raison adéquate de stopper les opérations, qu'aucune annonce formelle ne serait nécessaire. Il dit qu'il souhaitait pouvoir convaincre le maréchal que les Alliés allaient vaincre l'Allemagne. Il s'excusait, dans le langage des hommes d'État, pour quelque chose qu'il était sur le point de faire et qu'il ne voulait pas faire. Mannerheim lut la lettre. Il répondit poliment. Il déclina. La Finlande n'avait pas fini de combattre. Tout le territoire n'avait pas encore été récupéré. La Grande-Bretagne déclara la guerre à la Finlande le 6 décembre 1941, le jour de l'indépendance finlandaise. Churchill dit au cabinet de guerre que la déclaration n'aiderait ni la cause britannique, ni la cause soviétique. Harold Macmillan, qui serait plus tard Premier ministre, écrivit dans son journal que c'était une erreur. Les Américains, lorsqu'ils entrèrent en guerre le lendemain après Pearl Harbor, ne déclarèrent pas la guerre à la Finlande. Ils laissèrent leurs diplomates à Helsinki et les utilisèrent pour encourager discrètement Mannerheim à se désengager de l'alliance allemande. La différence entre les approches américaines et britanniques à l'égard de la Finlande est une petite étude sur la façon dont les nations gèrent le fossé entre ce qu'elles croient et ce qu'elles sont contraintes de faire. L'état de guerre technique entre la Grande-Bretagne et la Finlande était presque sans contenu. Il y eut un engagement naval à l'été 1941 lorsque des avions britanniques attaquèrent des navires allemands dans le port norvégien de Kirkenes, près de la frontière finlandaise, et que des batteries antiaériennes finlandaises ouvrirent le feu sur eux. Ce fut bref. Ce n'était pas le genre de combat qui définit une guerre. Pendant la majeure partie de la période
allant de décembre 1941 à septembre 1944, la Grande-Bretagne et la Finlande étaient légalement en guerre l'une contre l'autre, tandis que les convois arctiques britanniques passaient à quelques kilomètres du territoire finlandais en transportant des fournitures vers l'Union soviétique et que des soldats finlandais et des soldats britanniques étaient tous deux en vie parce qu'aucun des deux camps n'avait un intérêt particulier à tuer l'autre. Les convois arctiques font partie de cette histoire d'une façon qui est rarement racontée ensemble. Après Barbarossa, la Grande-Bretagne commença à envoyer des fournitures de guerre à l'Union soviétique par mer, autour de la pointe nord de la Norvège, à travers la mer de Barents, vers les ports soviétiques de Mourmansk et d'Arkhangelsk. La route était la ligne de ravitaillement la plus dangereuse de la guerre. Les sous-marins allemands y opéraient en permanence. Les avions allemands basés en Norvège attaquaient les convois depuis les airs. La flotte de surface, notamment le cuirassé Tirpitz, ancré dans les fjords norvégiens, menaçait de détruire tout convoi qu'elle pouvait atteindre. Les marins marchands, qui naviguaient sur ces routes dans l'obscurité et le froid arctique, à travers des tempêtes qui pouvaient geler un homme sur le pont en quelques minutes, faisaient parler face à une combinaison d'ennemis qui faisait de chaque traversée un calcul de survie. En juillet 1942, le convoi PQ-17 se dispersa. L'ordre de dispersion avait été donné après que le renseignement naval britannique eut reçu l'information que le Tirpitz avait quitté son port. Les navires marchands dispersés furent attaqués par des sous-marins et des avions pendant des jours. 24 des 35 navires furent écoulés. 153 marins marchands moururent dans l'eau ou sur des navires en flammes. L'évaluation du renseignement qui avait provoqué l'ordre de dispersion était erronée. Le Tirpitz n'attaqua jamais. Le convoi fut détruit par un fantôme. C'est encore considéré comme l'un des pires désastres de convois de la guerre. Mais les convois continuèrent. Ils le devaient. L'Union soviétique avait besoin des fournitures, et sans l'Union soviétique combattant l'Allemagne à l'Est, la Grande-Bretagne ne pouvait pas survivre à l'Ouest. Ce qui relie les convois arctiques à la Finlande, c'est la géographie. La route d'approvisionnement vers Mourmansk traversait des eaux que l'Allemagne contrôlait avec des forces basées en partie dans le nord de la Norvège et en partie dans la Laponie finlandaise. L'armée allemande de Laponie, stationnée dans le nord de la Finlande avec la permission finlandaise, menaçait les approches de Mourmansk par voie terrestre. Sa présence contraignait l'Union soviétique à maintenir d'importantes forces défensives dans la péninsule de Kola plutôt que de les déployer vers le sud. Sa présence rendait également la route maritime du Nord plus dangereuse, car les avions de reconnaissance allemands pouvaient opérer depuis des aérodromes finlandais. Lorsque Churchill regardait une carte de la route des convois arctiques, puis une carte des positions finlandaises et allemandes, il voyait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre diplomatiquement et qu'il n'allait pas résoudre militairement. La Finlande était trop périphérique, trop petite, trop complexe et trop admirable pour en faire un véritable ennemi. Mannerheim, pendant ce temps, faisait ses propres calculs. Il avait récupéré l'isthme de Carélie en septembre 1941. Il avait arrêté son armée à l'ancienne frontière, comme promis. Les Allemands le pressèrent à plusieurs reprises d'avancer plus loin, de couper la ligne d'approvisionnement de Leningrad, de pousser à l'est au-delà de la Carélie, en territoire soviétique proprement dit. Il refusa. C'était un vieil homme, et il avait fait assez de guerres pour savoir à quoi ressemblait la victoire. La victoire pour la Finlande, en 1941, ressemblait à la Carélie, récupérée, et à un soldat finlandais ne mourant nulle part à l'est de la frontière de 1939. L'Allemagne voulait que la Finlande participe au siège de Leningrad. Mannerheim refusa. Ce refus fut l'une des décisions les plus décisives prises sur le front oriental, et il est presque jamais évoqué dans les histoires écrites en anglais. Si la Finlande avait participé au siège de Leningrad, le siège aurait peut-être réussi. 900 jours de famine, de bombardements et de froid tuèrent plus de 800 000 civils soviétiques à l'intérieur de la ville. Si l'armée finlandaise avait fermé la route d'approvisionnement nord à travers le lac Ladoga, le nombre aurait été plus élevé. Mannerheim ne voulut pas la fermer. Il arrêta son armée là où il avait dit qu'il l'arrêterait. Il cessa également, en 1942,
d'assister aux conférences militaires allemandes. Il réduisit la fréquence de ses communications avec le commandement allemand. Il observait la guerre avec les yeux d'un homme qui a fait assez de guerre pour savoir dans quelle direction le courant se dirige. À Stalingrad en février 1943, 300 000 soldats allemands furent encerclés et détruits. Mannerheim regarda les cartes. Il commença à faire de discrètes enquêtes par des canaux diplomatiques officieux sur les conditions auxquelles la Finlande pourrait sortir de la guerre. Ces enquêtes prendraient 2 ans à se résoudre. Mais il avait commencé. En Allemagne, les hommes qui dirigèrent la guerre ne faisaient pas de tels calculs. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils étaient allés trop loin. La guerre sur le front oriental avait consumé plus d'1 million de soldats allemands à la fin de 1942, et la fin n'était pas en vue. Et l'alternative à la victoire était trop terrible à envisager, et donc ils ne l'envisageraient pas. Ils avançaient, ils n'avaient pas d'autre direction à prendre. À l'été 1943, l'Allemagne était sur la défensive à l'est, et les alliés occidentaux avaient débarqué en Sicile, et l'Italie était sur le point de changer de camp, et la situation stratégique qu'Hitler s'était dit ne pas se produire. La guerre sur 2 fronts, le cauchemar, arrivait selon le calendrier, comme les cauchemars arrivent toujours. Pour la Finlande, 1943 et 1944 furent des années d'attente dans un bâtiment en feu à la recherche d'une sortie. Mannerheim savait que les Allemands perdaient. Il savait que lorsqu'ils perdraient, la position de la Finlande en tant que co-belligérante serait un problème à régler, et que l'Union soviétique serait celle qui le réglerait. Il tenta de négocier directement avec l'Union soviétique en février 1944, envoyant des signaux diplomatiques par Stockholm. Les conditions de Staline étaient dures, plus dures que la Finlande ne pouvait accepter. Les négociations échouèrent. En juin 1944, l'Union soviétique lança une massive offensive sur l'isthme de Carélie, le même territoire que la Finlande avait récupéré en 1941. Ce fut la plus grande bataille finlandaise de toute la guerre. L'armée finlandaise tint, tout juste, contre un ennemi qui avait appris en 3 ans de combat à mener des opérations interarmes d'une manière que l'armée rouge de 1939 ne pouvait pas. Le front se stabilisa. Les soviétiques ne percèrent pas. Mais la Finlande pouvait voir ce que la prochaine offensive apporterait. Et elle n'avait ni les hommes ni les munitions pour l'arrêter. En août 1944, Mannerheim devint président de la Finlande. Le signal politique était sans ambiguïté. C'était lui, l'homme qui mettrait fin à la guerre. Et en septembre 1944, la Finlande signa l'armistice de Moscou avec l'Union soviétique. Les termes étaient douloureux. La Finlande céda à nouveau la Carélie, cette fois définitivement. Elle céda la région de Petsamo dans le Grand Nord, qui avait été finlandaise et qui contenait de précieux gisements de nickel. Elle accepta de payer des réparations de guerre à l'Union soviétique de 300 millions de dollars sur 6 ans. Et elle accepta d'expulser toutes les forces allemandes du territoire finlandais en 2 semaines. 2 semaines. Il y avait 200 000 soldats allemands en Laponie finlandaise. L'Union soviétique, le nouveau partenaire de paix de la Finlande, exigeait qu'il y soit parti en 2 semaines. C'était un délai impossible, et les 2 parties le savaient. Mais l'armistice exigeait que la Finlande fasse preuve de bonne foi, et démontrer la bonne foi exigeait que la Finlande combatte réellement les Allemands aux côtés desquels elle avait combattu pendant 3 ans. Le pays qui avait été en guerre avec la Grande-Bretagne, tout en étant co-belligérant avec l'Allemagne, serait maintenant en guerre avec l'Allemagne, tout en étant nominalement en paix avec la Grande-Bretagne. La géométrie des alliances avait produit quelque chose qu'aucune carte ne pouvait expliquer clairement. La guerre de Laponie commença le 15 septembre 1944 et dura jusqu'en avril 1945. Elle fut menée dans l'un des théâtres les plus reculés et les plus inhospitaliers de toute la Seconde Guerre mondiale. Le nord de la Finlande, en fin d'automne et en hiver, est un lieu d'obscurité permanente, de pergélisol, de rivières qui gèlent complètement en octobre et débordent de façon catastrophique au printemps, de distances mesurées en centaines de kilomètres vides entre les habitations. Il n'y avait pas de bonne route. Il y avait un seul chemin de fer.
l'armée allemande de Laponie, 200 000 hommes sous les ordres du général Lothar Randulic, avaient été l'allié et l'hôte de l'armée finlandaise pendant 3 ans. Les soldats finlandais, qui avançaient maintenant contre eux, avaient combattu aux côtés de certaines de ces mêmes unités en 1941. Randulic avait reçu de Berlin l'ordre de tenir le nord de la Finlande le plus longtemps possible, retardant l'avance soviétique vers la Norvège. Il avait aussi des ordres, qu'il choisit d'interpréter largement, de priver les Finlandais qui avançaient de toute ressource lors de son retrait. Le résultat fut l'un des actes de destruction militaire les plus systématiques et les plus complets commis n'importe où en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'armée allemande se retirait vers le nord en direction de la Norvège, elle brûlait. Chaque village, chaque pont, chaque route, chaque bâtiment. Tout ce qui pouvait être incendié fut incendié. Tout ce qui pouvait être dynamité fut dynamité. Des mines furent enterrées si densément le long des routes de retraite que les ingénieurs finlandais ne pouvaient pas les déminer assez vite pour laisser passer les convois de secours. La population lapone du nord de la Finlande, éleveurs de rennes, petits agriculteurs, le peuple autochtone Sami qui vivait dans l'Arctique depuis des milliers d'années, fuyait vers le sud devant l'incendie. 100 000 personnes, déplacées dans un paysage où l'hiver arrivait déjà. La capitale provinciale de Rovaniemi fut brûlée jusqu'aux fondations. 90% de la ville. Non pas dans la chaleur du combat, non pas par nécessité militaire, mais méthodiquement, bâtiment par bâtiment. Les structures en bois d'une ville du nord finlandais, réduites en cendres et en braises, pendant que l'armée allemande se déplaçait vers le nord, en direction de la Norvège, sur la seule route qui restait. Un train chargé de munitions prit feu à la gare de Rovaniemi le 14 octobre et explosa, propageant davantage l'incendie. Les hôpitaux furent épargnés, les églises furent épargnées. Tout le reste brûla. 40 à 47% de tous les logements en Laponie furent détruits. La politique de la terre brûlée que l'Allemagne pratiquait en Russie, en France et en Italie, elle la pratiqua aussi dans le pays qu'elle avait appelé un frère d'armes. Randulic fut jugé comme criminel de guerre après la guerre. Il fut condamné pour d'autres chefs d'accusation. La destruction de la Laponie fut examinée et finalement non poursuivie. L'argument juridique était la nécessité militaire. L'argument historique est plus difficile à soutenir. 200 000 soldats avaient vécu dans ces villages et mangé dans ces maisons et travaillé aux côtés de ces gens pendant 3 ans. Et ils brûlèrent quand même parce qu'on le leur avait ordonné, parce que c'est ce que font les armées à la fin des guerres qu'elles sont en train de perdre, et parce que les hommes qui donnèrent les ordres n'étaient pas des hommes qui comptaient le coût en termes de ce que cela coûtait aux gens qui possédaient ces bâtiments. L'armée finlandaise combattit toute la guerre de Laponie tout en se démobilisant simultanément. L'armistice l'exigeait. La Finlande devait renvoyer des soldats chez eux en même temps qu'elle menait une action d'arrière-garde contre 200 000 Allemands dans le nord. C'était une absurdité militaire que l'armée finlandaise géra avec une discipline qui dit quelque chose sur le genre d'armée qu'elle était. En novembre 1944, la plupart des forces allemandes avaient traversé en Norvège. Les combats en Laponie diminuèrent tout au long de l'hiver. Les derniers soldats allemands quittèrent le territoire finlandais en avril 1945. 3 semaines plus tard, l'Allemagne capitulait. L'état de guerre formel entre la Grande-Bretagne et la Finlande prit fin avec la signature des traités de paix de Paris de 1947 qui conclurent l'implication de la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale. La Finlande paya ses réparations à l'Union soviétique dans les délais et en totalité. L'Union soviétique respecta la souveraineté finlandaise. La Finlande devint le seul pays qui avait combattu aux côtés de l'Allemagne sur le front oriental et qui sortit de la guerre avec son gouvernement démocratique intact, sa souveraineté non compromise, son territoire réduit, mais son identité préservée. Les Finlandais appellent cela sisu, un mot qui ne se traduit pas précisément en français, mais signifie quelque chose comme une endurance têtue face à des circonstances qui invitent à abandonner. Mannerheim survécut à la guerre.
Il servit comme président jusqu'en 1946, puis se retira en Suisse, où il mourut en janvier 1951 à l'âge de 83 ans. Il passa ses dernières années à rédiger ses mémoires. Ils sont prudents, précis et largement silencieux sur les questions morales que la guerre de continuation soulève, ce qui est peut-être ce que l'on attendrait d'un homme qui avait passé une vie à prendre des décisions qui n'avaient pas de bonnes réponses. Il est, en Finlande, un héros national de la façon dont les hommes complexes le sont parfois. Compris, pas simplement admiré. Il y a une statue de lui à cheval à Helsinki, sur le boulevard qui porte son nom, et les écoliers finlandais apprennent son histoire comme ils apprennent l'arithmétique, comme quelque chose qu'il faut simplement savoir. Churchill fut interrogé, des années après la guerre, au sujet de la déclaration de guerre à la Finlande. Il dit que c'était l'une des décisions qu'il regrettait. Il dit qu'il n'avait jamais cru que la Finlande était un ennemi. Il dit que l'alliance avec Staline avait exigé certaines choses qu'il n'aurait pas faites dans d'autres circonstances. Il le dit de la façon dont un homme dit quelque chose qu'il sait être vrai et avec lequel il a déjà fait la paix. La guerre l'exigeait. Il fit ce que la guerre exigeait. Et c'est bien là l'enjeu, du seul moment où la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Finlande combattirent du même côté, c'est-à-dire contre le même ennemi, c'est-à-dire l'Union soviétique, c'est-à-dire dans le sens spécifique et complexe que la Seconde Guerre mondiale exige parfois quand on la regarde de près. Ils ne combattirent pas ensemble parce qu'ils étaient d'accord sur quoi que ce soit. Ils ne partageaient pas une cause, une idéologie, une vision du monde, ni un plan. La Grande-Bretagne voulait survivre, l'Allemagne voulait conquérir, la Finlande voulait récupérer ses terres. L'Union soviétique était sur leur chemin, différemment, pour des raisons différentes, sur des théâtres différents, et donc, pendant une période d'environ 3 ans, ils tuèrent tous des soldats soviétiques, même si la Grande-Bretagne approvisionnait simultanément l'Union soviétique en chars, avions, bottes et munitions à travers les convois arctiques, et que Churchill écrivait des lettres personnelles à Mannerheim pour s'excuser d'être sur le point de lui déclarer la guerre, et que des soldats allemands aidaient des familles finlandaises à reconstruire des granges en Laponie lors des soirées d'été, avant de brûler ces mêmes granges jusqu'aux fondations 3 ans plus tard. L'histoire fait cela. Elle prend les lignes claires que vous tracez sur la carte et les remplit de quelque chose de plus désordonné, de plus vrai, de quelque chose qui refuse d'être simplifié sans perdre ce qui vaut la peine d'être compris. La Seconde Guerre mondiale est l'événement le mieux documenté de l'histoire humaine, et elle est encore pleine de moments comme celui-ci, des moments où les catégories s'effondrent, où des ennemis deviennent des alliés et des alliés deviennent des ennemis, où une démocratie combat aux côtés d'un État totalitaire contre un État communiste, tout en approvisionnant également cet État communiste et en étant formellement en guerre avec un pays qu'elle n'a aucun intérêt à combattre et en étant approvisionnée par le pays contre lequel elle est formellement en guerre. La Finlande ne cessa jamais d'être la Finlande. À travers tout cela, la guerre d'hiver et la guerre de continuation et la guerre de Laponie et les conditions de paix et les réparations et la pression soviétique qui dura pendant les 50 années suivantes, la Finlande ne perdit jamais le fil de ce qu'elle était. Un petit pays avec une longue frontière et un grand voisin et un peuple qui avait appris, à travers l'éducation spécifique que la géographie dispense, que l'on ne choisit pas toujours ses guerres. On choisit comment on les combat, et on choisit ce que l'on préserve quand c'est terminé, et on choisit si l'on est chanceux et prudent et conduit par quelqu'un qui comprend la différence entre survivre et gagner. On choisit d'être encore debout quand c'est fini. Mannerheim se tenait dans son quartier général de Mikkeli le matin où l'armistice fut signé, en septembre 1944. Il avait 77 ans. Il avait commandé les forces finlandaises dans 3 guerres en 5 ans. Par la fenêtre, la même forêt finlandaise qu'il avait toujours connue, bouleaux, pins et silence d'un automne nordique, s'étendait vers l'est, en direction de la Carélie, qui était de nouveau perdue. Il ne parla pas de ce qu'il ressentait. Ce n'était pas ce genre d'homme. Il signa les documents. Il donna les ordres. La Finlande avait survécu. C'était le calcul qu'il avait fait pendant 5 ans.
Et c'était le résultat que le calcul produisait, et à la lumière froide de ce que le monde avait fait aux pays qui entouraient la Finlande pendant ces mêmes 5 années. La Pologne, les États baltes, la Yougoslavie, la Grèce, tous les pays qui avaient été envahis, partitionnés, occupés et effacés. Survivre n'était pas un petit résultat. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas la Carélie. Ce n'était pas les 100 000 personnes qui avaient quitté leur foyer 2 fois en 5 ans et qui n'y retourneraient pas. Ce n'étaient pas les villages de Laponie brûlés par l'armée qui avaient été leur hôte. Mais c'était la Finlande, encore souveraine, encore démocratique, encore debout sur son propre sol gelé. Dans la comptabilité spécifique de la Seconde Guerre mondiale, c'était quelque chose. Dans la comptabilité spécifique de ce que Mannerheim s'était fixé comme objectif quand les canons avaient ouvert le feu le 30 novembre 1939, c'était exactement ce qu'il avait promis, de la façon tranquille dont les hommes prudents font des promesses. Non pas bruyamment, non pas devant des caméras, mais dans les décisions qu'ils prennent à des bureaux tôt le matin, pendant que le reste du monde est encore en train de décider ce qu'il croit. Une question pour vous. Si la Finlande avait accepté la demande personnelle de Churchill et arrêté son avance en novembre 1941, pensez-vous qu'elle aurait préservé son indépendance? Ou Staline aurait-il trouvé une autre raison d'exiger davantage? Laissez vos réflexions ci-dessous.